Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des origines du Yoga Nidra. Le Yoga Nidra est très connu à travers différents professeurs de yoga, mais on connaît très peu ses origines et je pense c'est important d'en parler. Le Yoga Nidra m'a été donné personnellement au Népal en 2000 lorsque j'ai rencontré mon maître Thakur Krishnaupreti et lorsque j'habitais pour une période de quelques mois dans la ville de Lalitpur, Patan. J'ai eu la chance d'être en contact avec lui vu que son mandiram, le lieu où il enseignait le yoga, était pas très loin de là où je logeais. Le Yoga Nidra, lorsqu'il me l'a donné, était vu comme une relaxation psychique, mais comme une reprogrammation mentale et psychique. Connaissant mon passé pour lui avoir parlé de ma toxicomanie, de mes dépendances, il a décidé de me donner le Yoga Nidra comme technique d'éveil, bien sûr, pour purifier tous les archétypes, mais en même temps toutes les structures de mon mental. Bien sûr, le Yoga Nidra est à faire sur long terme, on parle de plusieurs années, mais moi j'ai pratiqué pendant à peu près 5 à 8 ans, et j'avoue que même maintenant j'y reviens, parce que bien sûr, déraciner toutes les attitudes ne se passe pas juste en quelques années, en quelques mois, c'est un travail de toute une vie. Plus on va dans les couches profondes, plus des choses peuvent remonter, on a besoin de s'en occuper, bien sûr, de s'éduquer à leur présence, mais aussi de pouvoir les déraciner pour éviter de tomber toujours dans ces patterns, dans ces constructions mentale créée par notre éducation ou créée par nos peurs. Lui-même était et est toujours le disciple de Swami Niranjananda, qui était l'élève direct de Swami Satyananda. Et ce qui est intéressant, c'est que Swami Satyananda a été le créateur du Yoga Nidra, chose qu'on connaît très peu, puisque beaucoup de professeurs, d'enseignants, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, donnent le Yoga Nidra sans donner sa source, l'ont plus ou moins transformé dans la manière de le faire. Et Swami Satyananda a écrit dans un de ses livres d'une manière très belle un peu l'histoire qui lui est arrivée et qui va comme ceci. Il était l'élève de Swami Shivananda à Rishikesh, au Divine Institute Yoga, et il devait s'occuper d'une école de sanskrit à quelques kilomètres de son ashram, lorsque le professeur n'était pas là, pour prendre soin de ce lieu, de ce mandiram, durant la nuit. Donc les élèves pratiquaient leur sloka, leur récitation des Védas en sanskrit jusque tard dans la nuit, après passaient bien sûr au repos, et lui s'endormait. Il prenait soin de l'ashram toute la nuit et il s'endormait à peu près vers 3-4 heures du matin, alors que les élèves se réveillaient à 4h30, allaient prendre leur bain dans le Gange et pratiquaient leur récitation mantrique jusqu'à 6 heures du matin. Lui se réveillait à 6h30, 7h, de là repartait à son ashram, l'ashram de Swami Shivananda, et de là, ayant bien dormi, n'ayant pas assisté aux récitations des mantras, n'a jamais pris conscience que les récitations avaient eu lieu durant son sommeil. Un jour, l'ashram de Swami Shivananda organise un festival de yoga, une rencontre entre différents maîtres, différentes écoles, et décide d'inviter ses enfants, qui sont des jeunes brahmines, pour réciter certains slokas, donc certains passages des Upanishads. Durant la récitation, Swami Satyananda reconnaît certains slokas, certains mantras, se pose la question où est-ce qu'il a pu les entendre. Et même se pose la question pourquoi il se sent autant attiré à les apprendre, et en même temps, il se rend compte qu'il les connaît déjà par cœur, bien qu'il ne les a jamais étudiés. Il n'a aucun souvenir de cette plongée dans leur étude ou dans leur lecture. Le maître de ses enfants est juste à côté, donc il se tourne vers le Swami et lui pose la question que se passe-t-il dans ce que je suis en train de vivre? Quel est ce phénomène étrange de connaître quelque chose sans l'avoir vécu ou sans l'avoir appris? Et le Swami lui répond très simplement, en fait, tu étais là lorsqu'il récitait les mantras tôt le matin. Bien que tu dormais profondément, tu étais présent, tu étais là, et ton inconscient a enregistré chaque mot, chaque syllabe sacrée, chaque phrase, chaque sloka, et de là tu t'en souviens. Ceci transforme sa vision de la vie. Swami Satyananda, qui est encore très jeune à l'époque, puisqu'on parle des années fin 40, début 50, 1950, ça le transforme complètement sur sa vision de la vie, parce que jusqu'à date, il pensait que tout était une question d'instruction mémorisée, de pouvoir mettre en mouvement des attitudes comme des mécaniques sur lesquelles on basait ces attitudes, donc les exercices de yoga, les asanas, les pranayamas qui sont appris par cœur et qui deviennent des outils à la conscience et à son éveil. Mais là, il découvre une autre manière, une autre facette. Il se rend compte qu'en fait, dans nos koshas existe entre le conscient et l'inconscient, entre Manomaya Kosha, le mental, et Vijnanamaya Kosha, l'intellect, quelque chose qui est là comme un pont, un lien où l'inconscient devient le terreau à toute chose
qu'on capte, qu'on entend, qu'on voit, et devient la mémoire individuelle, hein, le samskara. Donc, il sait maintenant, avec justesse, que c'est possible d'apprendre en étant dans un état inconscient, et dans lequel on va nous donner des notions, on va nous donner des enseignements, on va nous donner des visions, on va nous donner des images qui vont faire réagir notre inconscient et nous permettre d'apprendre ou de libérer certaines zones de notre mental qui seraient bloquées par certaines attitudes créées par des expériences, donc des émotions fortes sur lesquelles elles vont créer notre comportement en bloquant notre attitude naturelle, mais en performant une attitude plus ou moins fabriquée de toutes pièces par notre vécu. De là, il décide de créer ce qu'il a appelé depuis toujours le Yoga Nidra. Yoga étant l'union, Nidra étant le sommeil. Et il se défend, bien que ça soit une relaxation, bien que beaucoup le prennent comme une relaxation, parce que notre monde agité, notre société agitée, cherche toujours à se relaxer, cherche toujours à diminuer le stress. Alors que pensez-y bien, en Inde, à cette époque-là, dans cet ashram, ils ne sont pas stressés. Ils sont en pleine relaxation, comme on le voit encore dans certaines sociétés, dans certains pays, ils sont complètement détendus. Donc pour eux, ce n'est pas une technique de relaxation, c'est une technique de changement, de reprogrammation psychique qui permet d'atteindre l'éveil, parce que pour eux, l'éveil, c'est l'incapacité de toucher à des zones éveillées en soi, qui sont contraintes par des accumulations, malheureusement, d'expériences et d'émotions, créées à la culture, même en Inde, ou à l'éducation, ou par la religion, et qui ne permet pas d'accéder à une réalité neutre. De là, moi je reçois cette technique en 2000-2001 par mon professeur Thakur Krishnaupreti à Patan, donc au Népal, et il me donne cette technique parce qu'il veut déraciner certaines attitudes, certains blocages, et il me demande à travers cette technique de m'allonger à même le sol. Il n'y a pas de coussin, il y a juste une couverture, un tapis de yoga en mousse, comme nous on utilise lors les tapis qu'on met dans les tentes lorsqu'on campe quelque part. Donc c'est pas les tapis de yoga qu'on connaît maintenant, c'est un tapis un peu rugueux. Il me demande de m'allonger à terre, il fait froid dans la pièce, c'est le mois de février, il me demande de fermer les yeux. Et avant de commencer une relaxation entre guillemets guidée, il me demande de prendre une décision, un Sankalpa qui pourrait changer ma vie. Et ceci est le point important du Yoga Nidra. C'est le Sankalpa, la résolution, dont on parlera plus tard dans d'autres capsules, qui est la ferme détermination de mettre en soi, dans son inconscient, une décision qui puisse transformer notre vie, créer un changement qui soit valable, mais en même temps une attitude qui soit responsable dans notre vie de tous les jours, mais surtout une clarté, une conscience et une capacité de voir les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'on les interprète constamment. Et force est de constater que notre vie est une continuité d'interprétation et de décisions volontaires qui la plupart du temps ne nous amènent pas où on devrait être. Bien sûr, on peut être très intuitif, mais souvent c'est gâché par beaucoup trop de raisonnement intellectuel et mental. Bien sûr, on peut être proche de la nature, mais ceci est gâché par le retour à la société et l'incapacité d'y vivre ou de se comporter adéquatement par rapport au lieu où on est. Donc on a très peu d'adaptabilité en fait. Et même si on est adaptable, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas conditionné. Donc le déconditionnement est très dur, mais est nécessaire pour voir les choses telles qu'elles sont. Et on réalise très tôt, grâce à ce genre de technique ou grâce au yoga, que vivre n'est pas toujours d'interpréter les choses et de voir les choses telles qu'on voudrait les voir, mais de les recevoir pleinement, sans aucun jugement, sans aucun conditionnement, pour se laisser porter par les mouvements que la vie nous donne, donc l'évolution qu'elle peut nous apporter. Et ceci est difficile pour plusieurs raisons. Comme je viens de le dire, il y a le conditionnement de l'éducation, de la culture, donc du pays dans lequel on va naître, et de la société qui s'est créée autour de cette culture, donc du karma des ancêtres, de l'histoire de ce pays, et c'est très difficile de s'en sortir à cause de ça, parce qu'on est contraint de vivre et de répondre à cette société. Donc, dans la technique du Yoga Nidra, il y a le Sankalpa, la résolution qui est très important, et le fait de ne pas bouger, le fait de rester allongé, de ne pas bouger, de vraiment rester au sol et de pouvoir maintenir un état léthargique, donc shava, de cadavre, qui permet d'être dans une réceptivité profonde sans avoir à s'agiter par rapport à des mots qui vont être prononcés, des images qui vont être prononcées, des états de concentration qui vont être demandés. La chose très importante aussi, sur laquelle j'insiste chaque fois que j'enseigne le Yoga Nidra, je respecte de la manière traditionnelle dont ça m'a été donné, ce qui est assez inusité
et je le vois chez les autres professeurs du yoga qui l'enseignent. Malheureusement, c'est pas ça souvent qui est donné, parce que c'est pas sous cette forme-là, mais le Yoga Nidra ne demande aucune concentration de la part de l'élève. Donc, les instructions doivent être rapides pour éviter que la personne se laisse entraîner, essayer de ressentir quoi que ce soit. Mais cette rapidité permet à entraîner l'élève à suivre sans aucune raison ni logique la voie de son professeur, qui l'entraîne, par exemple, dans les différentes parties de son corps. Donc, si on parle par exemple d'une concentration comme la méditation, on prend son temps pour ressentir. Si on prend le Yoga Nidra, on ne prend pas le temps de ressentir. On suit simplement le mouvement géographique du déplacement de la conscience à travers le corps. Et ça, c'est important. Donc, si je suis professeur et que je guide un Yoga Nidra et que je demande à ce que l'élève suive le son de ma voix, pour voyager à travers les différentes parties de son corps, je ne lui demande pas de ressentir les différentes parties de son corps et je ne lui demande pas de s'arrêter sur les différentes parties de son corps. Par exemple, au lieu de dire on se concentre sur la main droite, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, j'ai perdu mon élève. Déjà, sa conscience par ailleurs. Il y a trop de distance entre chaque mot, il y a trop de longueur, il y a trop de tranquillité. Le Yoga Nidra, ce n'est pas d'agiter la personne, mais c'est de la tenir vigilante. Elle doit suivre. Traditionnellement, on se concentre sur la main droite, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, la paume de la main, le dessus de la main, le poignet, le coude, l'épaule, l'aisselle, la hanche. De là, la personne est dans un rythme. Ce rythme est calculé par le professeur parce qu'il doit donner à l'élève une conscience précise, une conscience présente, parce que n'oublions pas, l'élève est en Shavasana, donc il va tomber en léthargie très rapidement, donc il va s'endormir très rapidement. Il faut que cette conscience soit stimulée par un rythme, qu'elle donne la possibilité de suivre le mouvement sans s'en détacher. Bien sûr, c'est difficile. Bien sûr, au début, tout le monde s'en plaint. Bien sûr, la plupart des élèves vont dire « Oh, ça va trop rapidement, j'ai pas l'habitude. Oh, j'ai l'habitude que ça soit dit plus lentement. » Parce que si vous allez chercher d'autres enregistrements du Yoga Nidra, ça sera malheureusement trop long, trop lent et pas assez incisif. Le Yoga Nidra est une incision de la conscience. C'est une particularité avec clarté, avec précision, de demander à l'élève de se concentrer pratiquement au-dessus de la normale, sans être agité. Heureusement, c'est pour ça que on le fait allonger, et de là d'être en capacité de se relâcher complètement de toute intention, de penser à quelque chose, de faire quelque chose, de se projeter dans quelque chose. Et c'est pour ça que, par exemple, cette première étape qui est appelée la rotation de la conscience à travers les différentes parties du corps se fait rapidement parce qu'on ne veut pas que l'élève pense à autre chose, on ne veut pas qu'entre l'index et le majeur, l'élève parte dans une pensée, et on ne veut pas qu'il ressente, parce que ce n'est pas de ressentir, je le redis, c'est d'être apte à être présent à quelque chose. Et des fois, être présent à quelque chose, même dans la vie de tous les jours, ce n'est pas obligatoirement le ressentir. Ça peut être de l'entendre, de le voir, d'être témoin, d'être présent à quelque chose. Parce que il faut pas oublier que le ressenti est quand même manipulé par nos émotions, par notre vécu, par ce qu'on pense de ce qu'on voit, par ce qu'on pense de ce qu'on a vécu, par les décisions qu'on a faites dans notre vie, sur les directions qu'on voulait prendre, qui peut-être sont bonnes, peut-être sont erronées. Donc notre ressenti est une forme sensible de contact avec l'extérieur, mais n'est pas une réalité profonde, n'est pas une vérité profonde. C'est pour ça qu'en Yoga Nidra, on veut amener la personne dans une forme de conscience toujours présente, bien sûr à un certain moment léthargique, parce que la personne va se sentir extrêmement détendue, de la mettre dans une quasi-hypnose, bien que c'est pas une hypnose, parce qu'en hypnose on prend contrôle de la personne, alors qu'en Yoga Nidra on ne prend pas contrôle de la personne, on ne prend pas contrôle de son mental, on lui demande pas de penser à ceci ou de faire cela, et elle agit inconsciemment. Si en Yoga Nidra on demande à la personne de penser à quelque chose, elle est, et elle devrait toujours être consciente. Si elle n'est pas consciente, elle n'est pas manipulée par ça, elle dort. C'est juste son inconscient qui reçoit ça. Donc on ne cherche pas à manipuler la personne de l'intérieur, on cherche à la diriger de l'extérieur. Et c'est pour ça que la grande différence entre Yoga Nidra et méditation, vous le savez sûrement déjà, c'est que méditation, on plonge à l'intérieur de soi pour trouver les effets accumulés en s'observant, alors que le Yoga Nidra, on est tiré à l'extérieur de soi, de l'intérieur vers l'extérieur, par la voix du professeur,
pour ne plus être en observation de soi, mais en conscience de réceptivité de sa voix et des instructions qui sont données, et en même temps de laisser remonter les effets, qui soient au niveau des sensations, des émotions, des histoires qui remontent, dont on se libère parce qu'on n'intervient pas. Bien évidemment, une personne qui a du mal à s'allonger, une personne âgée par exemple, qui ne peut pas se relever ou suite à un accident, ou une personne handicapée qui est sur une chaise roulante, bien évidemment, on peut faire le Yoga Nidra assis. Mais si tout va bien, c'est mieux de le faire allongé. Parce que l'assise a encore une structure de maintien postural, alors que la posture allongée a une structure de relâchement postural. C'est important de comprendre que les muscles, lorsqu'ils tiennent le corps, sont encore dans une attitude de notre vécu, de notre caractéristique. Notre corps représente ce qu'on a vécu à travers notre vie, on le voit très bien avec l'âge, on voit très bien ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on a bien fait, ce qu'on a mal fait. Allongé, il n'y a plus d'attitude. On est dans une forme complètement dissoute, comme un liquide qui s'épanche en dehors du contenant, et on est réceptif d'une manière mentale beaucoup plus, puisqu'on n'a pas besoin de se tenir justement. Donc ceci étant dit, c'est important de comprendre qu'en Yoga Nidra, si vous êtes assis sur une chaise, parce que vous répondez à votre nécessité, cette fois-ci, faites l'inverse de la méditation, on demande de ne pas toucher le dossier de la chaise. En Yoga Nidra, au contraire, touchez votre dos, mettez votre dos contre le dossier de la chaise, laissez votre dos aller sur le dossier de la chaise pour ressentir un relâchement complet et que votre dos n'a pas à travailler à se tenir. Ça, c'est très important. Si je reviens maintenant, pour résumer, sur donc, les origines du Yoga Nidra, on voit que c'est à peu près, dans le début des années 50, c'était créé par Swami Satyananda Sarasvati, qui, n'oublions pas de le dire, a même déposé le nom en tant que tel pour garder sa technique dans le sens qu'il voulait y donner. C'était repris par plein de gens, c'est rarement cité que c'est lui qui l'a créé, c'est dommage. Et c'est très intéressant parce que en même temps, dans l'hindouisme, on retrouve l'origine du Yoga Nidra à travers une figure très belle qui est Vishnu allongé sur un serpent cosmique Shesha, qui tous les deux flottent sur un océan de lait qui est l'univers dans sa totalité. Et Vishnu, dans l'hindouisme, c'est le dieu de la préservation, c'est celui qui, juché sur son aigle Garuda, voyage à travers les cieux, regarde les mondes manifestés et en crée un souvenir à l'intérieur de lui qui, lorsque le monde disparaît, le monde est tenu par vibration énergétique sous la forme de Shiva, le danseur cosmique, Nataraj, qui crée véritablement la pulsion, la vibration du monde cosmique. Et lorsque Shiva s'arrête, par cycle de temps Yuga, l'univers se dissout pour être capable de se reconstituer sous une autre forme, beaucoup plus dynamique. Donc Vishnu mémorise les univers qui ont lieu, manifestés, et lorsque l'univers se dissout, il s'allonge sur Shesha, qui représente la conscience de l'univers à travers ses anneaux de serpent, de son corps de serpent, enroulé, c'est-à-dire que la mémoire est un enroulement. Et de là, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'il va s'endormir, de son nombril, donc de son inconscient, va jaillir Brahma, le créateur, assis sur un lotus, et va plonger dans l'inconscient de Vishnu pour y collecter toutes les mémoires accumulées et créer le nouvel univers, les nouveaux mondes manifestés. Et vous le verrez, l'image est très belle, c'est vraiment Vishnu qui est allongé. Pensez à vous-même allongé sur le sol serait l'océan de lait, l'univers entier, le tapis de yoga sur lequel vous êtes serait Shesha, le serpent, et votre conscience se libère. Et en se libérant de l'inconscient, tous les effets de votre ego, donc le centre du nombril Manipura, au niveau des perceptions émotionnelles, archétypales, vont sortir pour que vous puissiez vous en libérer. Donc le Yoga Nidra à la base, n'est pas une relaxation en tant que telle, c'est une volonté de pouvoir reformuler sa structure psychique pour, par yoga, par cycle de temps dans sa vie personnelle, pouvoir faire naître de nouveaux univers intérieurs et non pas juste traîner les anciens sur lesquels il y a répétition et malheureusement dégénérescence de son conditionnement qui nous empêche de nous libérer et de voir la vie telle qu'elle est. Donc pensez à tout ça. On fera une autre capsule sur le comportement du professeur, sa voix, son attitude. Et j'aimerais que vous puissiez observer, explorer cette technique formidable d'un œil nouveau, parce que beaucoup a été fait, mais revenez au bas, c'est très important. Et de là, j'espère que vous pourrez l'apprécier pour ce qu'elle est. Namasté.